Dans ce nouvel épisode, l'INIR revient sur les points clés de sa dernière lettre mensuelle avec un éclairage sur le travail de reconnaissance et de réparation mené auprès des personnes victimes dans l'Église. Bienvenue sur les podcasts de l'INIR en partenariat avec le collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document qui aborde une question vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on répare l'irréparable ? C'est toute la question. On a souvent cette idée que la réparation, c'est avant tout une question d'argent. Mais on va voir que la réalité est bien plus complexe. On va analyser ensemble la lettre d'information de janvier 2026 de l'INIR. Oui, l'instance de reconnaissance et de réparation, et c'est frappant dès les premiers mots, ceux de la présidente Marie de Rennes de Vaucresson. Elle parle d'une année de transition. Transition vers quoi ? Vers la pérennisation. L'enjeu, c'est de rendre l'instance permanente. Et on comprend tout de suite pourquoi quand on regarde les chiffres. Ah oui, L'activité a bondi de 60% en une seule année, entre 2024 et 2025. C'est énorme. Au total, 1803 personnes les ont contactées depuis la création. 60%, c'est colossal. Ça pose forcément la question de la méthode. Comment ils font pour gérer un tel afflux ? Le document parle d'une hausse des démarches restauratives. Ça a l'air un peu technique. ça l'est un peu, mais l'idée est simple. C'est une approche qui va au-delà du chèque, si on veut. Concrètement, ça peut être organiser des rencontres, des médiations, D'accord. des échanges qui visent à reconstruire un dialogue. Bien sûr, seulement quand c'est possible, et surtout quand c'est souhaité par la personne. Ça demande une coopération très forte avec les diocèses. C'est une approche plus humaine, donc. Et cette capacité d'adaptation, on la voit très bien dans un cas précis qu'ils décrivent. Une sorte de situation de crise en Moselle. Tout à fait. En juin 2025, il y a un article de presse qui sort et qui déclenche des dizaines et des dizaines de témoignages, tous liés au même établissement. Ah oui, un effet boule de neige. Exactement. Face à un phénomène aussi massif, aussi systémique, ils ont dû innover. Une partie de l'équipe s'est carrément déplacée à Metz et à Sarreguemines pour rencontrer les gens sur place. C'est une démarche impressionnante, mais est-ce qu'on ne risque pas, en allant vite, en traitant les cas un peu en groupe, de perdre cette dimension individuelle qui est si importante ? C'est une très bonne question. Le texte n'en parle pas directement, mais il insiste sur le maintien du contact humain. L'idée, c'était surtout d'éviter aux personnes de devoir répéter un contexte que, de toute façon, l'instance connaissait déjà par cœur. D'accord, pour ne pas avoir à tout raconter une énième fois. Voilà. D'ailleurs, une psychologue de l'instance, Sacha Franck, souligne le courage immense des personnes qui ont fait le déplacement. Ça montre bien qu'il y avait une attention très forte au vécu de chacun, même dans ce cadre un peu urgent. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, je trouve. Au-delà de toute cette organisation, il y a le témoignage d'une personne accompagnée, Rémi Tortra. Et là, C'est le point d'orgue du document. oui, Il explique que, bien sûr, au début, la réparation financière, ça lui semblait important, logique. Mais avec le temps, il s'est rendu compte que le plus important, c'était autre chose. c'était la reconnaissance. C'était la reconnaissance officielle. Le fait qu'une institution dise « Oui, ce qui vous est arrivé est vrai. Oui, vous avez été une victime. » C'est ça qui a eu l'effet le plus profond. C'est bouleversant. Il utilise des mots très forts, il parle de soulagement, de lâcher prise. Il dit qu'il ne fait plus de cauchemars. On n'est plus dans symbolique, là, c'est un changement de vie concret. Exactement. Et il conclut en disant que l'argent, au final, a une importance bien minime par rapport au bien-être qu'il a retrouvé. Cette reconnaissance, c'est ce qui lui a donné la légitimité enfin de prendre soin de lui. Mais on pourrait se dire, c'est bien beau la reconnaissance, mais sans aide financière, comme on peigne une thérapie, par exemple. Comment l'instance arrive à articuler les deux ? Mais elle ne les oppose pas. La réparation financière existe toujours, c'est un des piliers. Mais ce témoignage montre que ce n'est peut-être pas la finalité. C'est un moyen, alors que la reconnaissance, c'est une fin en soi. Et je pense que c'est pour mieux comprendre ça qu'ils se tournent vers la recherche. Oui, on sent qu'ils veulent objectiver ce ressenti, le comprendre à plus grande échelle. Tout à fait. Une étude va être lancée avec l'Université Paris 8. Elle portera sur l'état de santé mentale des adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance au sein de l'Église. L'idée, c'est d'avoir des données scientifiques solides. Voilà. Pour mieux comprendre les impacts psychotraumatiques sur le très long terme, avoir des données universitaires, objectives, ça donne une crédibilité immense à ce vécu et, à terme, ça peut vraiment aider à orienter les politiques publiques.
Donc pour résumer, ce document nous dépeint une instance en pleine évolution qui apprend en marchant, mais surtout il nous force à reconsidérer ce qu'on met derrière le mot réparation. Le besoin le plus fondamental, ce n'est peut-être pas d'être dédommagé, Mais d'être entendu et d'être cru. et d'être cru, exactement. Et cette distinction, peut faire Rémi Tortra, entre l'argent et la reconnaissance, elle est fascinante. Ça laisse une question en suspens d'ailleurs. Si l'argent ne peut pas tout apaiser, comment une institution ou même une société peut-elle offrir ce qui n'a pas de prix? Ce soulagement, cette paix intérieure. INIR écouter, reconnaître, réparer. Un podcast pour faire entendre les voix longtemps restées silencieuses. Si vous souhaitez saisir l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, vous pouvez écrire à l'adresse suivante: contact@inir.fr ou envoyer un courrier à INIR 41, boulevard du Montparnasse, 75 006 Paris.